Bien sûr. Gian Venturini, je suis président et cofondateur d'une agence de communication qui s'appelle Qualita. J'ai 34 ans, je crois. Ouais. J'aime les framboises, les pommes de terre et le football. Euh, je suis du coup chef d'entreprise depuis maintenant 5 ans. Je fais du conseil, de la formation. Je suis intervenant auprès d'un organisme de formation. Je forme des classes de futurs communicants. Je suis un communicant au sens un petit peu large du terme. Voilà. Ouais, alors moi j'ai un master en marketing digital. Donc en fait j'ai fait une école de publicité à Paris qui s'appelle Sub de Pub Paris, avec laquelle j'ai passé un BTS communication des entreprises, puis une licence en création digitale et enfin un master en marketing digital. Donc je viens à la base de la publicité et du marketing, sachant que sur mes premiers domaines de compétences, ils sont très axés autour de la création digitale, donc de l'ergonomie, l'expérience utilisateur et du web design. J'ai fait un peu tous les métiers qu'on peut trouver dans les agences de pub. J'ai fait de la relation presse pour une galerie d'art. Ensuite, j'étais web designer et intégrateur pour une agence web. Donc à l'époque, intégrateur, c'est le full stack de maintenant, on va dire. Comme c'était une petite agence, il fallait être très très polyvalent. Je me suis spécialisé sur la partie ergonomie, expérience utilisateur, sur la gamification. Donc aujourd'hui, c'est un sujet assez commun, mais à l'époque, pour le coup, on n'était pas beaucoup à parler de ça. Et enfin, j'ai fait donc un master en marketing digital et j'ai intégré une agence internationale qui s'appelle Plannet, dans laquelle j'ai été chef de projet digital. J'ai travaillé pour des clients comme Western Union, Lufthansa, Epson, pour les plus gros. J'ai rencontré donc mon épouse à Paris. À l'époque, on n'était pas mariés. On a travaillé ensemble à Paris pour une petite start-up dans laquelle moi je faisais de l'ergonomie et de l'UX. Et au bout d'un an, elle m'a dit regarde, Paris, je supporte plus. J'ai envie de retourner en Corse. Donc on est revenu en Corse. On s'est installé à Ajaccio. On a vécu quelques temps chez ses parents, on a fait des petits boulots à droite à gauche. On est arrivé avec des rêves plein la tête, on s'est dit on va révolutionner la communication, on va apporter notre savoir-faire actuel à une région qui avait à l'époque un petit peu de mal. Donc on s'est dit on va arriver, on va être accueillis comme des héros. Donc évidemment, on est vite redescendu de nos grands chevaux. Donc on a travaillé au glacier, on a travaillé en cuisine, j'ai travaillé au drive, on a fait des petits boulots à droite à gauche. Et ensuite, j'ai intégré Good Barber, où j'ai été chef de projet pendant quelques années, pendant que Laetitia a travaillé en tant que chargée de com pour les jeunes agriculteurs à la Chambre d'agriculture. Et au bout de quelques années chez Good Barber, j'ai décidé on a décidé plutôt d'un commun accord d'arrêter là, on va dire. Et j'ai monté Qualita avec Laetitia. Donc en fait, on a monté tous les deux l'agence. En 2018 maintenant, donc il y a 5 ans. Qualita, on l'a monté tous les deux, où en fait on s'est dit, c'est simple, on a des compétences qui synergisent vachement bien. On a des méthodes de travail et des façons d'être qui synergisent aussi vachement bien. Donc tant qu'à faire, pourquoi pas monter quelque chose où on va pouvoir mettre à profit nos compétences perso ensemble pour faire des choses, on va dire, un peu plus grandes, quoi. Sachant que moi j'ai été en freelance depuis quelques années aussi. En parallèle, j'ai toujours eu des activités un peu de freelance, dans la mesure où ça venait pas en concurrence avec mes boulots, évidemment. Et voilà, donc il y a 5 ans, on a monté Qualita, qui a grandi, qui s'est développé, qui a changé un petit peu de domaine d'activité, qui aujourd'hui est donc une agence web avec deux types d'offres, une offre site web et une offre d'accompagnement. Mais on en parlera tout à l'heure. En fait, à la base, j'ai pas la fibre entrepreneuriale. C'est-à-dire que le métier de chef d'entreprise, le truc de l'entrepreneur, c'est pas quelque chose qui m'anime plus que ça. Mais par contre, j'ai eu beaucoup d'entreprises, j'étais dans beaucoup de services avec quelques, on va dire, avec. Et à chaque fois que j'étais dans une entreprise, à chaque fois, il me manquait quelque chose. Il me manquait soit un management particulier, soit des missions particulières. Enfin, il y avait toujours quelque chose où j'étais pas 100% épanoui dans ce que je faisais. Et à un moment donné, je me suis dit, si j'arrive pas à trouver le boulot qu'il me faut, va falloir que je le crée moi, quoi. Et l'aventure de l'entrepreneuriat, c'est pas un truc où ça fait 20 ans que je me dis, il faut absolument que je sois entrepreneur. C'est pas un truc qui était une réflexion de base, c'est plus une nécessité.
Et au final, ça devient l'aventure professionnelle probablement la plus épanouissante, la plus difficile aussi, parce que bon, ça reste un combat quotidien quand même, hein, d'être à la tête de son entreprise. Mais bon, c'est pas un rêve de base, mais par contre, c'est la nécessité en me disant, bah, il n'y a pas ce que je cherche, il va falloir que je le fasse moi. Donc, j'ai toujours fait des choses en freelance, parce qu'en fait, je me suis toujours senti à l'étroit dans une mission en particulière. Je faisais du web design, mais toute la partie gestion de projet, elle m'intéressait. C'est-à-dire, comme la discussion avec le client, la réflexion ergo, même le dev derrière, ça m'intéressait. Après, j'ai fait beaucoup d'intégration de front. La réflexion de design en amont, ça me manquait. Donc, la globalité des missions, elles m'ont toujours manqué. J'ai la chance d'être quelqu'un de plutôt polyvalent. Et surtout, j'ai appris mes métiers à l'époque où les métiers commençaient à exister. Donc en fait, l'apprentissage de mes métiers, il est plus facile que quelqu'un qui l'apprendrait aujourd'hui. Parce qu'en fait, j'ai un historique qui fait que aujourd'hui, quand il y a une nouvelle techno qui sort, c'est plus facile pour moi de m'en imprégner parce que des technos, j'en ai vu plein et que du coup, j'ai une logique de réflexion qui est déjà un petit peu affinée. Et puis avec l'expérience, je pense qu'on apprend de plus en plus vite quand c'est sur les mêmes sujets. Donc ce côté polyvalent, il me plaît énormément. Et aujourd'hui, il n'y aurait pas un métier qui correspond à tout ce que j'ai envie de faire. Donc c'est une nécessité, mais une nécessité de bien-être, entre guillemets. Mais du coup, tu te retrouves avec des projets sur des petites startups, tu as beaucoup à faire, ou sur des petites boîtes, tu as beaucoup à faire, mais tu vas être rapidement bridé par soit les projets, soit l'ampleur de ce que tu veux faire. C'est-à-dire que là, c'est pas le cas, mais admettons, demain, j'ai envie de dire, sur notre partie web, on tente une nouvelle techno, parce que ça me fait kiffer, je pourrais le faire. Alors, stratégiquement, ça m'intéresse pas plus que ça, mais c'est-à-dire que j'ai une liberté de choix dans les projets que je prends, dans les missions qu'on va faire, dans la façon dont on va construire le futur de l'entreprise qui est hyper intéressante. En fait, l'entrepreneuriat, il y a énormément de contraintes, mais il y a une forme de liberté qui est hyper vaste et qui permet de dire, ok, j'ai envie de faire ça, je vais faire ça. J'ai analysé que ce truc-là, il fallait que je l'améliore, je peux me concentrer là-dessus. Et je vais pas avoir un N+1 qui va me dire, ah oui, mais alors dans le budget 2023, enfin, il y a ce truc-là, à un moment donné, qui fait que, en tant que salarié, même si tu as des ambitions, tu vas être rapidement bloqué par un management, par un N+1, par un N+2, ou par des gens qui aiment l'inertie de manière générale. Plus l'entreprise est grosse, plus il y a ce côté, à un moment donné, il y a des gens qui vont décider, qui sont responsables de prise de décision, qui se complaisent dans l'inertie et dans l'inactivité, parce que ça marche comme ça et c'est très bien. Et voilà, c'est cette espèce de liberté qu'on a en tant que chef d'entreprise. Je trouve qu'elle est compliquée de retrouver dans du salariat. Ou alors, tu as un intéressement de malade sur le chiffre d'affaires, où il y a un truc vraiment particulier, mais tu n'es plus vraiment salarié dans ce cas-là. Ton rôle n'est pas juste employé. Tu es évidemment bridé par le budget des clients, mais toi, c'est-à-dire que c'est plus facile de mettre en perspective quand tu as l'image en entier. Quand on te dit, voilà, tu as 2 semaines pour faire cette fonctionnalité-là, un point, c'est tout. Toi, tu peux avoir des specs, tu peux avoir tout ce que tu veux. À un moment donné, le client, il veut cette fonctionnalité-là. Et tu pourrais faire remonter qu'on pourrait le faire différemment ou des choses comme ça, mais ça veut dire que les machins, ils doivent valider, le truc, il doit valider, le client, il doit donner son avis, etc. etc. Alors que là, concrètement, c'est moi qui vais choisir la prise de décision et c'est moi qui vais pouvoir faire mes recos comme je le sens. Et on a la chance d'avoir des clients qui viennent chercher ça. Ils viennent chercher le conseil, ils viennent chercher le fait que dans notre vision des choses, dans notre promesse dans la relation client, c'est de faire le mieux pour eux. C'est notre discours et c'est aussi, je pense, un de nos principaux arguments. C'est-à-dire que nos clients, ils travaillent avec nous parce qu'on n'est pas mauvais dans ce qu'on fait quand même, mais surtout parce que s'il y a une façon qui est bien de faire, on va la faire, on va leur proposer. Regardez, on peut le faire comme ça, ce serait vachement plus intéressant si on le faisait comme ça. On a des clients qui nous disent « je veux rien savoir, vous gérez tout, faites au mieux ». On a des clients qui ont plus envie d'avoir de l'échange, de la discussion, ou ils vont nous solliciter plus souvent, mais on a une liberté de discussion et de proposition. C'est-à-dire que évidemment, il y a un budget et évidemment, on ne va pas faire des folies. Je veux dire, l'idée, c'est quand même d'avoir quelque chose de rentable et personne ne travaille pour la gloire. Mais dans la mesure où le client dit voilà, moi j'ai tant, comment est-ce que tu l'investis derrière ? Tu as la liberté de choisir. C'est-à-dire que tu as la liberté de dire lui, sur sa communication 2023, il a 20 000 € sur son année.
Est-ce qu'on va faire de la radio? Est-ce qu'on va faire de la presse? Est-ce qu'on va faire des campagnes ads? Enfin, peu importe. Mais tu vas dire, ok, ça, je le fais parce que ça va me rapporter tant. Et tu vas pouvoir dire, je vous propose ça parce que. Je vous propose ça parce que. Je vous propose ça parce que. Et après, derrière, tu as la liberté de choisir comment est-ce que tu veux agencer les choses en fonction de ce qui est mieux pour le client. Mais évidemment, il y a un budget et évidemment, il faut que tout le monde trouve fasse son beurre, on va dire. Mais disons que l'entrepreneuriat te donne un truc de... c'est pas le commercial qui a négocié le budget qui va décider de comment tu vas dépenser ce budget marketing. J'ai des souvenirs en agence où on avait des budgets... quand j'étais chez Planète, grosse agence, on avait des budgets, je parle de budget mensuel à 100, 200 000 euros. Sur les 100 000 euros, le commercial, il a négocié qu'on ferait 50 000 euros d'achat d'espace. C'est des projets qui sont quasiment entièrement digitaux. L'achat d'espace physique, il n'a aucun sens. Surtout que c'est un truc en... Enfin bref, ça n'a vraiment aucun sens. À aucun moment, on peut dire aux clients, nous, en dessous, venez, on fait des trucs web qui sont stylés. Parce que y a une sorte de respect de la hiérarchie, ça marche pas comme ça, quoi. Mais du coup, il y a une espèce de frustration, je trouve, du salariat, entre guillemets. Après, dans la discussion avec le client, il y a une partie d'éducation. Mais c'est pas pareil, cette partie-là, elle est hyper intéressante. Je trouve ça génial de bosser avec un client et au bout de 6 mois où on travaille ensemble, que lui me parle de trucs où il y a 6 mois, c'est même pas des discussions qu'on aurait eues. Alors pareil, j'adore avoir des clients qui ont déjà beaucoup de connaissances. On a un client où la première fois qu'il fait appel à nous, il fait appel à nous pour de la strat. Il me dit voilà, j'ai besoin d'un accompagnement stratégique en communication. Donc PME locale, on se dit ok, super, donc on y va. Et il nous accueille avec un dossier comme ça, il dit voilà mon SWOT, voilà mon étude de marché, voilà mon benchmark, voilà mes concurrents, voilà mes profils de cible. Et en fait, il a un dossier marketing de genre 50 pages. Et je suis trop heureux quand je vois ça, c'est génial. Ça veut dire que la partie d'éducation, on n'a même pas besoin de la faire parce que le client, il a déjà ces trucs-là. Et donc, c'est un client où, en termes de réflexion marketing, on est parti sur des trucs, on a essayé plein de choses, certaines avec plus ou moins de succès, mais il a déjà ça. Et à contrario, on a des clients qui nous contactent également pour de la strat, mais qui n'ont pas tout ça. Qui disent, voilà, je sais que j'ai besoin d'accompagnement, mais je ne sais pas où aller. Et là, il y a toute cette partie-là de dire, ok, qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Qui sont vos clients? Et toute cette partie-là, elle est aussi hyper intéressante. Pareil, si j'étais juste salarié, j'aurais un rapport de chef de projet, on va dire, ou de commercial, et on dirait, évaluation des besoins, il faut 15 jours de dev, 15 jours de graphiste, 12 jours de gestion de projet, et c'est tout. Alors que là, on a une sorte d'accompagnement un peu plus personnalisé, on va dire, et ensuite des projets sur le plus long terme. Alors, le point de départ, c'est une rencontre avec Linda de la M3E. Où je débarque un jour comme ça un après-midi en disant voilà, je suis en train de me poser la question de créer une entreprise mais j'y connais rien. Je viens d'une filière littéraire, j'ai fait du marketing, j'ai fait de la pub, l'aspect légal du truc, l'aspect fonctionnement, pour moi c'était un univers complètement inconnu. Et elle prend l'après-midi, mais vraiment l'après-midi entier, en individuel comme ça, à tout me réexpliquer. Donc j'ai eu un cours d'économie, j'ai eu 2 ans de cours d'éco en 3 heures. Donc, hyper enrichissant, incroyable. Et en sortant de ce truc-là, je me suis dit ok, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui va me permettre de mettre en place ce que j'ai envie de mettre en place. Donc en rentrant, j'en discute avec Letty et elle me dit écoute, ok, feu, on part là-dessus quoi. Ouais, voilà, c'est-à-dire que j'étais au chômage, je touchais la RE. En fait, moi j'ai eu un licenciement économique. Ce qui fait que licenciement économique, on rentre dans un régime un petit peu spécial vis-à-vis de Pôle emploi, où en gros pendant 1 an j'ai eu mon salaire brut. Et le deal avec Pôle emploi, c'était à la fin de l'année, j'entreprends, que ce soit en freelance seul ou sur une forme, peu importe, mais je me mets à mon compte et je fais des trucs. Au moment où ça s'est passé, la conseillère Pôle emploi, qui était incroyable d'ailleurs, je suis le premier à taper sur Pôle emploi, mais alors là pour le coup j'ai vraiment une conseillère géniale. En gros elle me dit voilà, je suis bien consciente que votre secteur d'activité il est hyper particulier, que les besoins sont hyper particuliers et très changeants. Je suis
plutôt partisane qu'on échange sur vos besoins et qu'on regarde comment on peut mettre des choses en place pour que ce soit le mieux pour vous, plutôt qu'on fasse il faut le rendez-vous à 3 mois, machin et tout. Donc j'ai eu un accompagnement hyper personnalisé et très très humain. Et en fait, quand j'ai commencé à lui parler de création d'entreprise, elle m'a dit combien de temps il vous faut? Et je lui dis déjà d'un point de vue perso, pour que je remette un petit peu ma vie en ordre, il va bien me falloir 6 mois. On était en train de construire notre maison et tout, donc c'était un chantier. Notre vie était un chantier. Et je lui dis à la fin de ma période de chômage, ce que je vous propose, c'est je mets tout en place et le premier jour du reste de ma vie, on crée l'entreprise. Elle m'avait dit OK. Et donc, on s'est posé la question de la forme, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on allait faire. Laetitia, elle était encore salariée. D'ailleurs, elle est restée salariée une bonne année avant de se mettre à plein temps sur l'entreprise. Et on s'est dit, on se met à 50-50 sur l'entreprise. Comme ça, c'est notre entreprise et ça reste notre projet ensemble. Mais ça a été, sur la forme, l'entretien, le rendez-vous que j'avais eu ici, tout était hyper clair en fait. Donc, on m'avait tellement bien expliqué les choses que c'était plutôt logique. Donc on a fait les démarches. Nos premiers comptables, on a pris une boîte de comptables en ligne qui a été une catastrophe, qui nous a fait n'importe quoi. Mon comptable aujourd'hui, il est encore en train de subir le n'importe quoi qu'a été notre premier bilan. Et ce qu'ils nous ont fait, on avait eu le droit à plein de trucs, à plein d'aides, à des accompagnements et tout qu'on n'a jamais eu parce que les comptables n'ont jamais fait les démarches. Bref, c'était une catastrophe. Mais à part ça, non, ça a été vraiment tout droit, quoi. Enfin, on s'est posé la question de on le fait, ok, c'est parti. Après, trouver un boulot salarié il y a 5 ans dans la communication avec, on va dire, le nombre d'exigences que j'avais aussi, parce que ça fait 15 ans que je fais de la com. C'est vrai que prendre un poste de junior, être payé au SMIC pour faire des grosses horaires et pas avoir de pouvoir de décision, etc., c'est des choses qui sont compliquées. Alors s'il fallait le faire, je le referais. Je veux dire, mais dans les choix qui s'offraient à moi par rapport aux besoins qu'il y avait à l'époque et par rapport à mes exigences à moi, c'était de toute manière le mieux à faire, quoi. Donc on a dit, on y va. Et au bout de 1 ou 2 ans, je ne sais plus, Laetitia est passée à plein temps sur l'entreprise. Mais voilà, ça a été vraiment aussi simple que ça. On ne s'est pas posé de question de l'équilibre du foyer. C'est pas un truc on l'a fait parce qu'il fallait le faire, quoi. C'est-à-dire que après, nous, on est un couple qui communiquons beaucoup. On est déjà tous les deux communicants, c'est notre métier. Donc c'est mieux qu'on arrive à discuter, mais c'est pareil dans la prise de décision, dans la façon de voir les choses. Il y a plein de sujets sur lesquels on ne va pas être d'accord, mais on a tous les deux suffisamment de respect et de confiance l'un envers l'autre pour écouter ce que l'autre a à dire et pour se dire, ok, elle le voit comme ça, du coup, je vais écouter ses arguments et je vais mettre en perspective ma vision des choses. Un des traits qui nous caractérise tous les deux, c'est qu'on n'est pas figé sur nos positions. C'est-à-dire qu'on n'a aucun problème à remettre en question des trucs, on n'a aucun problème à discuter et à écouter les avis quand j'ai aucun problème à changer mon point de vue si les arguments qu'on me propose me semblent pertinents, quoi. C'est pas, on n'est pas têtu. On va l'être sur des sujets où quand on a envie de défendre des trucs, je veux dire, mais on va pas s'enfoncer dans un truc qui marche pas. On a cette habitude de discussion en fait, et on a toujours été comme ça. Donc dans l'entreprise, c'est un peu la même chose. Évidemment, des fois on n'est pas d'accord, des fois, c'est comme toute entreprise, je veux dire, mais le truc de couple change pas dans l'organisation de l'entreprise, change pas plus que ça. Surtout qu'encore une fois, on synergise vachement. Donc tout ce qui va être organisation, planning, etc., je suis une catastrophe pour ça. Donc c'est plutôt elle qui va gérer quand on travaille en Scrum, par exemple. C'est-à-dire qu'on s'attribue des tâches toutes les semaines et on fait des bilans en fin de semaine. Ok, quelles tâches on a réalisées, quelles tâches on n'a pas réalisées, comment est-ce qu'on optimise nos plannings. Laetitia, elle est hyper douée pour ça. C'est-à-dire qu'il suffit juste qu'elle voit un truc et elle a déjà tout rangé. Donc c'est hyper simple de travailler avec. Donc la partie création d'entreprise et le A2, il s'est fait de manière assez logique
mais comme notre vie en vrai, hein, on a eu besoin d'une maison, on s'est dit bon bah va falloir qu'on construise une maison, comment on fait? Euh, on s'est dit ok, ce serait vachement plus simple si pour notre vie à deux on était paxé pour les trucs, on s'est paxé, puis on s'est dit ok, ce serait vachement plus simple si on était mariés, puis symboliquement c'est cool, on s'est mariés. C'est pas un plan sur 20 ans. Depuis qu'on se connaît, depuis qu'on est en couple, on sait tous les deux qu'on veut au moins un enfant, donc bah on a eu un enfant. Enfin, c'est pas. Après, on était très amis avant d'être en couple. C'est-à-dire qu'on est des amis qui sont devenus des amoureux. Ce qui fait que on a une liberté de ton et de parole l'un avec l'autre. On n'est pas. Il n'y a pas eu souvent dans les couples, il y a les premiers mois où on se cache un peu des choses, où on fait un petit peu. Nous, on n'a pas eu ça. Parce qu'on se connaissait déjà, on avait déjà ce truc. Donc tout est plus simple, je trouve. Donc ouais, c'est un peu nul comme réponse, mais ça s'est fait un peu comme ça, quoi.